Mon cerveau n'a pas un mode de fonctionnement normal. Du moins, c'est ce que m'ont répété tous les psychiatres que j'ai consultés depuis que j'ai été placée en famille d'accueil à l'âge de 9 ans. Ils ont estimé que c'était lié à la mort de mon jumeau et à celle de mon père, puis à ce que j'ai vécu plus tard avec ma mère. Ils ont dit que j'avais subi trop de traumatismes pour que ma santé mentale reste indemne. Mon thérapeute actuel évoque souvent la prédisposition à développer des troubles anxieux et obsessionnels chez les individus porteurs de variants génétiques. Et il mentionne aussi l'association d'un facteur environnemental déclencheur. Pour moi, me retrouver seule survivante de l'accident de voiture qui a coûté la vie aux 2 personnes que je chérissais le plus au monde a été le point de bascule. Pour ma mère également. Avant ça, je crois qu'elle n'était pas la mère du siècle, mais qu'elle faisait son job. Après leur mort, elle a sombré dans la dépression et elle a développé des troubles mentaux sévères. Elle aussi était prédisposée. Je ne sais pas si quelque chose débloque vraiment chez moi ou si ce sont les autres qui ont un problème. Est-ce que je dysfonctionnais déjà avant l'accident ? Je n'en ai aucune idée. Mes souvenirs sont trop flous pour que je puisse répondre à cette question. Et ma mère ne parle jamais de l'avant. Au début, j'ai essayé d'aborder le sujet avec elle, mais comme elle vrillait totalement, j'ai fini par renoncer à en discuter. Mon jumeau et mon père sont devenus des ombres, et moi, j'ai vécu avec ces fantômes. Même si je suis différente de la plupart des gens, j'ai fait énormément d'efforts ces dernières années pour entrer dans le moule que la société impose à ceux qui désirent l'intégrer. J'ai été exclue la majorité de ma vie. Avant, ça ne me dérangeait pas, car je l'avais lui. Aujourd'hui, je ne veux pas que ça se reproduise, parce que je ne souhaite pas me retrouver seule. Je fais donc ce qu'il faut pour être acceptée, quitte à porter un masque en toutes circonstances. À force, ça devient facile. Les autres n'essayent jamais de voir plus loin que l'image que je leur propose, et je suis douée pour faire semblant. En apparence, j'ai tout de la New-Yorkaise lambda qui réussit. J'ai un job qui rapporte, une maison cosy, un fiancé aimant et je pratique la course pour me maintenir en forme. Étant donné mes antécédents, je porte une attention particulière à ma santé mentale. Jusqu'à présent, je consultais mon psychiatre, le docteur Patterson, une fois par quinzaine, dans un immeuble de Manhattan proche de mon travail, et je lui disais ce qu'il désirait entendre. Les médecins sont faciles à manipuler quand on sait ce qu'ils attendent de nous. Il faut prendre l'intonation adéquate et prononcer les mots justes. Ce n'était pas que je lui cachais totalement mes problèmes, mais je lui dissimulais pas mal de choses. Je jouais parfaitement mon rôle de patiente en cours de rétablissement. J'avais la bonne attitude et une manière d'aborder les journées et les difficultés avec la conscience de mes limites et de mes progrès. J'avais bien appris la leçon après avoir été trimballée de psy en psy pendant 8 ans, jusqu'à ma majorité. Je savais ce qu'on attendait de moi et je m'y conformais. Et puis, il y a quelques mois, le docteur Patterson a vendu son cabinet sans préavis et il est parti en laissant sa patientèle au docteur Federman. La première fois que j'ai rencontré son successeur, j'ai été déstabilisée par le changement, en particulier parce qu'après notre première séance, il a demandé à me voir toutes les semaines. Je ne savais pas ce qu'il désirait entendre, alors j'ai tâtonné. Après plusieurs rendez-vous, j'ai abandonné l'idée de trouver un autre thérapeute, puisque Federman me comprenait étonnamment bien. Depuis, j'ai souvent l'impression qu'il lit dans mon esprit et c'est apaisant. Il m'arrive même de lui confier des pensées intimes et il ne me juge jamais. Ça fait du bien de pouvoir être moi-même de temps en temps.